Allons-y, c'est parti. Bonjour à tous. Merci de participer à ce webinaire Alpe Supply Chain sur le WMS pour les PME, avec en sous-titre l'atout pour votre productivité logistique. L'objectif de ce webinaire et son déroulé, ça va se dérouler de la manière suivante. On va commencer par présenter l'association pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Alpe Supply Chain. Ensuite, une première partie théorique sur le WMS en PME, les enjeux et les fonctionnalités clés. Ensuite, on aura la chance d'avoir le témoignage de Bruno Mélian des Deux Marmottes qui va pouvoir nous parler de sa propre expérience et utilisation de son WMS au quotidien. Et on terminera par une série de questions-réponses. Donc, si vous avez la moindre question, les micros sont coupés. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à en faire part directement dans le chat. On pourra les lire au fur et à mesure et on y répondra soit en cours de route, soit sinon on fera une synthèse et on posera les questions à la fin du témoignage. Alors, pour nous présenter, parce que ce que je peux faire, c'est laisser directement chacun se présenter. Je vais commencer par moi-même, Clément Schmidt, je suis membre actif d'Alpe Supply Chain et c'est un sujet qui me tient à cœur, le WMS, parce que moi-même je suis expert en optimisation logistique dans les entrepôts. Prends la Oui. suite. Oui. Bruno Mélian, alors juste une petite mise à jour, je suis maintenant directeur des projets industriels et amélioration continue au sein de l'entreprise Les Deux Marmottes et j'ai participé au déploiement d'un WMS dans l'entreprise et utilisateur aussi. Donc, Xavier Beneteau, directeur général SB2I, et nous sommes l'éditeur du WMS qui équipe les Deux Marmottes. J'ai eu l'honneur d'être invité à ce webinaire et merci Clément pour ça. Jean-Philippe Gallo, directeur sur la région Rhône-Alpes-Auvergne de Solutis, acteur dans la mobilité et qui fait partie du groupe, du même groupe que Xavier, à savoir SB2I. Merci. Alors que je vous le disais, on va démarrer par une rapide présentation de l'association Alpe Supply Chain, association qui existe depuis 2022, qui a été créée en 2022, avec pour objectif de promouvoir la supply chain et de créer une communauté en Rhône-Alpes autour de la supply chain. Donc, avec un développement particulièrement dynamique parce qu'on est aujourd'hui présent dans plusieurs villes. L'histoire a commencé à Annecy. On est aujourd'hui présent à Grenoble, Chambéry et Lyon, avec plus de 120 événements organisés depuis 2022, 180 adhérents. Donc une communauté qui grossit et on vous en remercie. Les typologies d'événements qui sont proposées par Alsupply Chain, alors exactement comme celui-ci, tout d'abord des webinaires. Je dirais que c'est le moyen le plus simple d'accéder à de l'information. Donc c'est pour ça qu'on enregistre les webinaires, c'est pour qu'ils soient ensuite tous disponibles directement sur notre plateforme. Nous réalisons aussi des ateliers qui sont en général des thématiques plus approfondies et en présence physique. On organise aussi des conférences. Par exemple, en début d'année, nous avons organisé une conférence sur l'intelligence artificielle à Lyon qui a eu un très grand succès. Et puis, on réalise aussi des visites de sites, usines, entrepôts, ports, aéroports. Donc tous ces événements se déroulent à la fois sur Annecy, Genève, Chambéry, Aix-les-Bains, et ça regroupe toute la communauté supply chain. Pour devenir adhérent, alors à qui ça s'adresse? On peut devenir adhérent en tant qu'entreprise ou en tant que personne physique. Donc si vous souhaitez plus d'informations, vous avez ce QR code qui peut être scanné, qui vous permettra d'avoir plus d'informations sur comment devenir adhérent et qu'est-ce qu'on propose comme événement. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet sur la partie WMS. Donc, comme je le disais, je vais commencer par présenter une partie théorique pour expliquer les enjeux et les fonctionnalités du WMS. Alors, tout d'abord, un WMS, pourquoi faire?
l'enjeu dans un entrepôt ou dans une usine qui doit traiter de la logistique, c'est qu'il y a plusieurs phénomènes qui s'accentuent et qui rendent de plus en plus complexe la gestion logistique. Tout d'abord, les flux de commandes sont multicanaux, c'est-à-dire que, bon, on le verra avec le cas des deux marmottes, mais c'est quelque chose de particulièrement courant. C'est qu'on a des flux qui sont souvent en préparation de commandes à la fois B2B, B2C, donc des flux différents à traiter qui sont particulièrement complexes et différenciants. Une diversification des circuits d'approvisionnement. Forcément, sur les appros et les achats, on est obligé pour réduire le risque de cumuler différentes sources d'approvisionnement. On entend un micro, je sais pas qui, est-ce qu'on peut désactiver? Je sais pas s'il y a un bruit, je sais pas si vous l'entendez aussi. Des stocks à flux tendu, parce que le stock, forcément, ça a une valeur marchande et ça demande de la place pour être stocké. Donc, et puis surtout aussi une exigence en termes de traçabilité. Donc tout ça cumulé fait que forcément une gestion de stock, ça ne peut pas se faire de cerveau humain et les outils à mettre en place sont de plus en plus complexes pour pouvoir gérer tout ça en parallèle. Et pourquoi y réfléchir maintenant? Pourquoi ce sujet aujourd'hui? C'est parce que les solutions WMS sont encore relativement peu connus, même si on a pu le voir dans le sondage que parmi vous, il y a une grande partie de personnes qui connaissent plutôt bien le sujet. Aujourd'hui, les WMS sont de plus... Il y a des nouvelles solutions qui sont arrivées sur le marché. Donc, il y a des solutions WMS qui sont beaucoup plus abordables que ne serait-ce qu'il y a quelques années en arrière. De plus en plus flexible avec des connectivités accrues avec d'autres logiciels tiers comme des ERP, des TMS ou des logiciels e-commerce. Et surtout, de par la diversité de l'offre, on peut trouver vraiment des solutions adaptées aux besoins réels d'une PME. Donc, quelles sont les fonctionnalités clés d'un WMS? On va le faire dans l'ordre du flux. Tout d'abord, c'est la réception, c'est-à-dire de faire le contrôle entre ce qui a été commandé et ce qui a été réceptionné. Donc, contrôle qualitatif et quantitatif. Savoir où ranger les produits et faciliter la mise en stock. Ensuite, toute la traçabilité et la gestion des produits en stock. Donc, déjà savoir quel produit est rangé où. Donc, c'est la cartographie des emplacements. La gestion des PCB, palettes, si on a besoin de différencier un stock. Les rotations, ça c'est particulièrement important dans tous les produits, pour tous les produits qui ont une durée de vie. Et la gestion des numéros de série, numéros de lot, donc la traçabilité complète d'un produit de son entrée en stock jusqu'à la sortie. La préparation de commande, qui est souvent un enjeu majeur pour la productivité des opérateurs. On parlait notamment tout à l'heure de la diversité des modes de vente, des canaux de vente. Forcément, ça fait qu'il y a des préparations qui sont différentes. Par exemple, B2B, B2C, c'est pas du tout les mêmes tailles de commandes. Donc, on a des stratégies de préparation de commandes distinctes. L'optimisation du chemin de picking et la traçabilité des opérations, mettre en place des, euh, des modes de suivi qui permettent d'optimiser les ressources et les expéditions. Donc, à commencer par la génération automatique des étiquettes transporteurs, la gestion des règles d'expédition, savoir quel transporteur utiliser en fonction de plusieurs critères. Et puis, toute la gestion documentaire qui sont, par exemple, les bons de livraison, les documents de douane, déclaration douanière. Donc, ça, c'est dans la traçabilité et l'utilisation du WMS tout au long du flux logistique. Et puis, pour chapeauter tout ça, évidemment, des outils de tableau de bord, de mise en place de KPI
et des alertes sur le stock qui permettent d'avoir une visu globale sur la gestion d'entrepôt et de pouvoir optimiser ça de la meilleure des manières. Cette diapo, c'est pour faire part d'un sujet qui revient assez régulièrement, c'est-à-dire de se poser la question pourquoi un WMS si un ERP lui-même a déjà des fonctionnalités de gestion de stock. Parce que qui dit deux outils différents dit forcément connecteur. Donc si on pouvait tout faire dans un seul et même outil, forcément ce serait le rêve. Sauf que un ERP et un WMS n'ont tout simplement pas la même vocation. Donc juste pour rappel, les acronymes, pour ceux qui seraient pas forcément à l'aise avec les acronymes. Donc WMS, c'est Warehouse Management Software, donc c'est logiciel de gestion d'entrepôt. ERP, c'est Enterprise Resource Planner. Donc si je me trompe pas. La principale distinction entre les deux, je l'ai résumé de cette manière, c'est l'ERP, c'est quoi stocker parce qu'il a connaissance de la base article, des commandes fournisseurs, des commandes clients. Par contre, un ERP n'a pas vocation à savoir précisément comment gérer le stock et la traçabilité dans l'entrepôt. C'est le WMS qui lui-même doit savoir où et comment stocker ce qui est dans l'entrepôt. Donc, en termes de périmètre, l'ERP a vraiment une vision globale de l'entreprise, notamment tout ce qui est d'ordre comptabilité, facturation, alors que le WMS, lui, c'est gestion du stock, gestion des emplacements, et opération d'entrepôt, donc je le disais tout à l'heure, réception, expédition, préparation de commande. En termes de fonctionnalité, évidemment, vu qu'un WMS est beaucoup plus expert sur la partie logistique, il aura beaucoup plus de fonctionnalités sur l'optimisation de la préparation de commande, avec notamment des fonctionnalités de ramasse par vague, de préparation multicommande, l'utilisation de chariots, ce genre de choses. En général, ça va vraiment beaucoup plus loin dans l'optimisation de savoir comment préparer quelle typologie de commande et d'avoir une logique de regroupement pour être plus efficace et faire gagner du temps aux opérateurs. Et sur la traçabilité, une notion importante, c'est que dans le WMS, la traçabilité a vocation à être temps réel, c'est-à-dire de savoir précisément quel produit est à quel endroit, à quel moment. Et tout ça grâce au scan. L'utilisation de PDA dans un entrepôt, c'est quelque chose de très courant, qui fait que, par exemple, quand il y a un mouvement, c'est tracé instantanément de savoir exactement quel produit est à quel endroit et d'assurer la traçabilité de bout en bout à tout instant. Un exemple d'architecture SI-type, étant donné qu'un WMS est différent d'un ERP, mais qu'on a besoin des deux dans une entreprise, forcément, ça demande de mettre en place une architecture cohérente. Donc, une architecture type qu'on rencontre souvent dans les PME, c'est d'avoir donc le RP et le WMS qui vont communiquer l'un envers l'autre. Donc le WMS est maître du stock et va remonter l'état de stock à l'instant T à un ERP. Donc ça n'a pas forcément besoin d'être de l'instantané, mais d'avoir des synchronisations en tout cas régulières pour que dans le RP il y ait une image de stock cohérente. Et le RP, en retour, lui, va transmettre les commandes de réapprovisionnement fournisseur qui vont se transformer en attendu de réception côté WMS pour réaliser la réception. Et donc, le RP lui-même, j'ai dit que c'est dans le RP qu'on va saisir toutes les données achat-approvisionnement, donc les commandes fournisseurs. En général, c'est dans l'ERP que sont saisies les commandes B2B, commandes distributeurs, les grosses commandes, ou sinon il peut y avoir un module CRM qui vient injecter les commandes directement directement saisies par l'ADV.
Et le WMS lui-même, il est connecté en amont au canaux de vente e-commerce. E-commerce, j'entends à la fois des CMS, donc des sites e-commerce en propre, ou des marketplaces qui peuvent être très diverses et variées, et connecté en aval aux transporteurs pour expédier, éditer les étiquettes transporteurs et assurer la traçabilité colis, palettes ou affrètement. Donc tout cet écosystème-là est relié pour faire en sorte que le WMS reste maître du stock physique et de la logistique et l'ERP maître des données, articles et commandes. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Et comment ça s'inscrit si on parle cette fois-ci en termes de process, c'est-à-dire dans le sens du flux logistique. On voit ici en vert que le WMS est utilisé dans toutes les étapes d'un process industriel. C'est-à-dire que si le RP est lui-même maître de la partie process de fabrication avec la partie planification, gestion des lots, tout ce qui est ordre de fabrication, etc. Bah, en fait, le WMS va agir à la fois en amont avec les réceptions fournisseurs et la gestion du stock de matières premières et de consommables, que en, de manière entrecoupée avec le process de fabrication s'il y a des stocks de produits intermédiaires, ce qui est souvent le cas, et en aval, évidemment, avec la gestion du stock des produits finis, qu'on appelle en général stock réserve, parce qu'on le distingue de la notion de stock picking, qui lui-même est un stock rapproché pour permettre la préparation de commandes, et la gestion des expéditions. Donc on voit ici en vert que l'utilisation du WMS se fait vraiment de bout en bout, et même après l'expédition, avec ici un flux retour qui est souvent assez assez particulier à traiter dans un flux, surtout dans le cas du e-commerce où les retours arrivent assez régulièrement. Donc, pour pouvoir imager ce que je viens de présenter sur la vision théorique de l'utilisation d'un WMS en ERP, je vais passer la main à Bruno Mélian qui va pouvoir nous parler de son propre cas et de sa propre vision chez De Marmotte. Oui, et surtout, je laisserai aussi Xavier intervenir s'il y a besoin de compléter, comme il connaît bien notre outil. Juste pour commencer, le contexte et les enjeux. Donc, l'entreprise Les Deux Marmottes, aujourd'hui, c'est un site de production qui est situé en Haute-Savoie, à Bouon-en-Chablais. D'abord 4550 mètres carrés construit en 2012 d'usine, étendue en 2023 à 6000 mètres carrés. La production en 2025, c'est environ 8 millions de boîtes. Donc, la boîte de 30 que vous pouvez trouver en linéaire et 250 000 coffrets qui sont réalisés en partie en sous-traitance. Et environ 420 à 450 tonnes de plantes réceptionnées et traitées tous les ans. Particularité aussi, c'est que avec la croissance de l'entreprise, on a maintenant un stockage déporté pour les produits finis à proximité et des flux quotidiens entre ce stockage déporté et l'usine pour expédier et rapatrier les produits pour la préparation commande. Un petit peu d'historique de l'entreprise pour situer le contexte. Donc, l'entreprise a été créée en 1976. Au début, c'était que de la distribution de produits à façon, avec une première infusion Les Deux Marmottes. En 2003, l'entreprise a intégré la partie conditionnement, donc intégrée sur un site à Bouon-en-Chablais. En 2013, donc elle a réceptionné la nouvelle usine à Bouon-en-Chablais qui a permis à la fois d'intégrer au conditionnement d'intégrer aussi la partie amont qui était jusque-là sous-traitée, en intégrant son sous-traitant comme partie prenante de l'entreprise. En 2014, un relooking marketing qui a permis de dynamiser la marque et de lancer de poursuivre fortement la croissance du produit et de l'entreprise. En 2018, j'ai pas fait figurer, l'entreprise a été rachetée par un fonds d'investissement français
qui a développé notamment la partie vente en ligne fortement, avec un nouveau site lancé en 2020 et une extension de l'usine en 2023. Et pour continuer dans l'histoire, en 2022, l'entreprise a été rachetée par un groupe industriel mondial, JDE Peet's, qui est le numéro 2 mondial du café, avec les marques notamment L'Or, Senseo, Jacques Vabre en France. Et donc en 2025, l'entreprise est aujourd'hui troisième marque d'infusion sur le marché français, avec des ambitions de croissance assez fortes. Au niveau des références, donc on a environ 37 références à quelque chose près, qui se répartissent entre le cœur de gamme, c'est les infusions, c'est le cœur de métier de l'entreprise, qui s'est développé aussi maintenant sur le marché du thé depuis 2-3 ans. Et également une gamme coffret, alors qui s'est élargie, qui est plus à 3, mais qui est à 14 coffrets, qui sont sous-traités. Donc, on travaille avec des entreprises extérieures type ESAT, entreprises dans l'insertion. Donc, on a des flux aussi vers ces prestataires pour la fabrication de ces coffrets. Quelques chiffres pour situer le contexte de l'entreprise. Donc, comme je vous disais, c'est une entreprise avec une forte croissance depuis la création de l'entreprise, une croissance soutenue. Je vous ai mis quelques chiffres. Donc, en 2018, un chiffre d'affaires autour de 13 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en 2025, à 28,5 millions. L'année c'est terminé. Avec des commandes également multipliées par 2,5 entre ces 2 années. On était à peu près à 32 000 en 2018 pour passer aujourd'hui, en 2025, à 80 000 commandes annuelles. 3 circuits de commercialisation, pardon. Centrale grande distribution. Donc, on livre les plateformes Intermarché, Carrefour, Leclerc, Super U sur France entière, notamment pour notre top 10, top 15. Et après, les compléments de gamme se font en direct magasin. Donc, on a une force de vente d'environ 25 commerciaux terrain qui font de la prise de commande en magasin et de la mise en place de produits. Et troisième circuit de commercialisation qui est fortement développé. La partie vente en ligne, donc à la fois pour du particulier, mais aussi pour des restaurateurs ou autres clients un peu plus conséquents. Aujourd'hui, c'est environ 4500 clients sur les circuits central et direct magasin, et sur la vente en ligne, environ 10 000 clients. Donc ça fait une base client assez, assez velue pour le coup. La répartition des flux, on est à peu près à 67% en circuit central. C'est la tendance va plutôt à l'augmentation de cette partie-là. 28% en direct magasin et 7% sur la vente en ligne, mais avec des croissances sur la vente en ligne qui sont autour de 10 à 15% par an. Ça représente aujourd'hui presque 15% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Autre spécificité de l'activité qu'il faut avoir aussi en tête, c'est une forte saisonnalité des ventes. On reste un produit qui se consomme en hiver, malheureusement. La canicule ne nous aide pas pour les ventes. Donc, ce que je vous ai mis sur le premier graphique, sur 5 mois, entre janvier et février, octobre, novembre, décembre, on représente environ 55% des volumes vendus. Avec des commandes également où on passe sur le mois de juillet que j'ai mis en référence on était à 3200 commandes mensuelles pour un mois de décembre où on passe à 13 500 commandes. Donc il y a 1 x 4 sur les commandes, donc qui demande beaucoup de réactivité, un outil agile et facile à prendre en main. Donc notamment sur l'augmentation des commandes qui est liée principalement à la vente en ligne, hein, avec des grosses opérations fin d'année autour des Black Friday, des cadeaux Noël. Donc ce que je vous disais, c'est un outil qui doit pouvoir gérer ces grosses variations de volume et aussi qui soit facilement accessible, puisque du fait de la saisonnalité, on a recours à des CDD pour la saison hiver. Donc il faut une prise en main rapide de l'outil pour pouvoir être opérationnel et répondre rapidement aux besoins de l'entreprise.
je déroule, mais s'il y a des questions, on revient après, c'est pas comme vous voulez. Alors, une petite présentation du process qui va rejoindre un peu ce que présentait Clément tout à l'heure, c'est qu'on a donc une partie production atelier plante. Donc, ce qu'on a exprimé du champ à la tasse, c'est qu'on est un des seuls intervenants du marché à avoir une maîtrise complète du produit. On achète les plantes chez des agriculteurs ou grossistes. Et ensuite, on a toutes les étapes de transformation sur site. Donc, ce que vous voyez sur le diagramme. Donc, on les on les tamise. Ensuite, débactérisation pour le traitement thermique sur le produit. Et ensuite, le mélange qui sera prêt, ensuite mis à disposition du conditionnement. Et à chaque étape, donc des produits semi-finis qui vont être gérés aussi dans des dépôts, dans des emplacements pour être à disposition de la production au fil de l'eau. Et sur la partie conditionnement, donc à partir des mélanges, de nouveau, on a 9 lignes de conditionnement qui permettent après de produire les boîtes de 30, soit thé ou infusion. Et ensuite, les produits sont palettisés en automatique pour être expédiés, pour être préparés et expédiés chez les clients. Sur la partie production, c'est environ 900 OF par an qu'on va gérer sur les différentes étapes de la fabrication. Et on peut passer à celui d'après. Donc là, c'est notre architecture simplifiée SI qui reprend en grande partie un peu ce qu'a présenté Clément précédemment. Donc on va dire notre colonne vertébrale, c'est l'ERP, on utilise Sage 100 version 12, donc pour la partie gestion commerciale. Et sur la partie production, on est également basculé en 2019 sur l'outil Sage GestProd. Et autour de ça vont graviter d'autres outils utilitaires qui viennent alimenter le RP et le travail opérationnel au quotidien. Donc on a ce que disait tout à l'heure Clément, une partie de nos commandes qui arrivent par le e-commerce via la plateforme Shopify qui interface avec le RP. Un CRM, donc le Tallinn, qui permet aussi la prise de commande des commerciaux sur le terrain. Et aussi des commandes qui peuvent arriver par EDI ou saisies également par la DV. Donc à chaque fois, ça va rentrer par ces 3 circuits dans le RP pour être transformé en commandes, bons de commande qui vont être ensuite mises à disposition de la préparation commande. Donc Et là, tout à l'heure, Bruno, vous disiez que pour le e-commerce, il y avait à la fois des particuliers et des boutiques ou restaurateurs. oui, Tout se fait dans le Shopify ou est-ce qu'il y a deux sites, un site dédié particulier, un site dédié petit commerce? non, tout se fait dans Shopify, c'est juste qu'il y a des comptes spécifiques pour les professionnels qui sont. Ok. Et donc ensuite, on a le WMS, donc Logiflex, qui a été mis en place en partenariat avec SB2I, qui vient à la fois sur la partie, on verra après, sur la partie gestion de production pour la gestion des stocks, des emplacements et des mouvements de stock, et également sur la partie préparation commande, où on vient préparer les commandes qui descendent de l'ERP via l'outil Logiflex. Et à la préparation de commande, ensuite, on interface avec les stations chargeurs de nos transporteurs. Donc, en l'occurrence, on travaille avec DPD et d'autres gros transporteurs type Kuehne+Nagel. Nice Label pour toute la partie impression étiquette, gestion des étiquettes. Et puis, avec Colissimo et Chronopost pour la partie e-commerce, expédition commande. Et vient se greffer aussi sur la partie fournisseur un autre outil Use qui nous permet de gérer des demandes d'achat et des bons de commande fournisseurs. Comment s'est fait le déploiement de WMS sur les deux marmottes en 2 phases qui sont liées un peu à la structure de l'entreprise, puisqu'initialement il y avait 2 sociétés, une qui produisait, une qui commercialisait. Sur la partie production, donc ce que je vous disais, on a basculé sur 7 GestProd en 2019. Donc, cet outil WMS est venu en complément qu'on a installé en 2021, si je me trompe pas, Xavier.
et qui répondait à un besoin de gestion de stock et d'emplacement pour la production. C'était également un souhait d'optimiser la partie inventaire et fiabilisation des stocks. C'est un projet qui a été mené sur 2 à 3 mois de mémoire. Avec en ressources internes, on était à deux personnes en ressources internes et puis SB2I en support sur le développement. Et donc la deuxième phase, c'était 2023. L'outil qu'on avait sur la partie préparation commande était discontinué, donc c'est posé la question de quel WMS on déployé sur la partie commerciale, les deux marmottes, et donc l'historique qu'on avait eu sur la partie production avec Logiflex nous a amené à choisir la continuité sur la partie préparation commande et gestion de stock pour les produits finis. Donc, et c'est donc l'outil qui a été choisi et qui nous permet aujourd'hui de gérer les flux logistiques, la gestion des stocks de produits finis et tout ce qui va être transfert de dépôts et mouvement de stock entre nos dépôts externalisés et les préparations commandes. Donc là, un peu plus de ressources en interne, puisqu'il y avait aussi la partie réseau et structure informatique à développer et un projet mené sur 5 mois de mémoire sur l'entreprise. Donc un petit retour d'expérience, mais pareil à compléter si les étapes clés du projet, ça a été à chaque fois sur les deux développements, la définition du besoin, rédaction du cahier des charges, analyse fonctionnelle et cartographie des stocks. C'est les premières étapes. Ensuite, les tests sur une base test avant le déploiement en production. Les bénéfices constatés, fiabilité des stocks, les inventaires simplifiés également, avec possibilité aussi d'inventaire en cours d'exercice. Donc là, régulièrement, sur la partie produits finis, on fait des inventaires et aussi sur les parties consommables, des inventaires tournants, que ce soit articles ou emplacements, pour vérifier la validité des stocks. C'était aussi une remontée de stock en temps réel. Donc, quand on prépare les commandes. Bruno, j'ai une petite question. Je me permets de la poser en cours de route sur la notion de fiabilité des stocks. Donc, c'est le fait de pouvoir faire des inventaires plus régulièrement et plus facilement. C'est-à-dire que avant ça, les inventaires, c'était compliqué à faire et du coup, vous le faisiez moins régulièrement et vous constatiez des écarts, ou est-ce que c'est le fait de limiter que des écarts apparaissent par la facilitation de la gestion au quotidien? Je vais dire les deux, mais c'est parce que je suis normand. Fiabilité effectivement, le fait de pouvoir facilement mettre en œuvre des inventaires tournants, ça permet généralement toutes les semaines, on se fixe un produit et on va pouvoir contrôler la conformité des stocks. Mais aussi sur les inventaires annuels, où on était avant papier crayon et après c'était reporté sur l'ERP. Là, on vient direct. L'outil WMS nous permet de faire l'inventaire en direct avec les scanettes. Hein. Donc, on scanne les emplacements, on scanne le produit et quel produit à quel emplacement. Et ensuite, on a une phase de validation avant intégration de l'inventaire sur notre ERP. Donc, on a gagné toute cette phase de collecte papier, relevement papier, et ensuite de réintégration dans l'ERP, qui a fait gagner du temps sur avant un inventaire pour nous c'était 2 jours, là on est passé sur une journée d'inventaire. Et sur les causes d'erreurs de stock, ça vous a permis aussi d'identifier ou de corriger des soucis d'incrémentation, décrémentation de stock, de perte Oui. Par exemple, sur la partie production, ça nous a permis de créer des dépôts intermédiaires avec tous les produits semi-finis et de pouvoir avoir un dépôt de mise à disposition de production. Donc on vient faire des mouvements de stock et mettre à disposition uniquement les produits nécessaires à la production, qui permet d'éviter de taper dans le stock général comme ça pouvait être le cas par le passé. Donc
La simplification des mouvements a permis de créer des dépôts et de cloisonner un peu plus de cloisonner un peu plus entre un stock de mise à disposition et des stocks de produits ou consommables ou produits semi-finis. J'ai répondu ou pas? Ouais, très bien. Merci beaucoup. Et donc, ce que je disais aussi, c'est un environnement simple, facile à mettre en œuvre, hein, qui répond aux besoins liés à la saisonnalité. Et une prise en main rapide, hein, juste pour illustrer, on a eu visite il n'y a pas très longtemps de Glacier des Alpes et ils ont pu préparer des commandes en direct avec une mini formation sur le terminal. Sur la partie préparation commande, on a mesuré une productivité en hausse de 1,2 environ avec la mise en place de l'outil. Et on a également mis en place des indicateurs, alors pour le moment que sur la partie vente en ligne, mais des indicateurs temps réel qui nous permettent de suivre la préparation de commandes, les retards de commandes, combien de commandes ont été traitées, enfin toute la partie KPI qui permet de piloter l'activité pour le moment vente en ligne. Les difficultés rencontrées, alors pas sur le premier déploiement de production, mais plus sur la partie préparation commande, gestion des stocks produits finis. C'était plus lié à l'infrastructure, pardon, avec un réseau qui était peut-être pas, qu'il a fallu redimensionner euh, sur la partie serveur pour pouvoir répondre aux besoins de l'installation. Alors, Bruno, on a une question là dans le chat sur les bénéfices constatés en combien de temps, enfin, vous êtes rendu compte de ces bénéfices. Alors, j'imagine qu'il y a eu forcément une phase de prise en main de l'outil avec forcément une baisse de productivité à un instant T, le temps de la mise en œuvre. Et au bout de combien de temps vous avez vraiment senti que ça faisait un gros plus? Alors nous, l'outil, il était déjà connu sur la partie production, donc c'était pas une découverte complète pour les opérateurs. Par contre, sur la partie préparation commande, donc on l'a déployé, je crois, Xavier, de mémoire au mois de septembre. L'idée, c'était de pouvoir d'avoir une prise en main des opérateurs avant la saison hiver qui commence en octobre-novembre. Et donc, il y a eu 2, 3 mois d'appropriation de l'outil, d'évolution aussi, par exemple des bons de livraison, des choses comme ça, en direct, qui ont permis après de passer sereinement cette première saison d'hiver avec l'outil Logiflex. Très Donc, bien. je dirais, il a fallu 3 à 4 mois le temps de s'approprier et d'ajuster aussi l'outil aux besoins. Donc après 3, 4 mois, les premiers effets bénéfiques se sont ressentis. Oui. Très bien. Xavier, tu voulais? Ouais, je voudrais juste intervenir par rapport à l'intégration de nouveaux collaborateurs. Comme on sait que dans les entrepôts, il y a un turnover qui peut être assez important. Est-ce que ça facilite l'intégration de nouveaux collaborateurs? Oui, en fait, nous, donc sur la partie préparation commande expédition, on va dire des personnes ressources qui sont en CDI. Donc c'est 3 à 4 personnes et qui sont, on va dire, les key users de l'outil. Et chacun après a en charge la formation, que ce soit sur la partie direct magasin, sur la partie vente en ligne ou sur la partie centrale. On a un key user qui permet de former en 1 à 2 jours les opérateurs qui viennent compléter l'équipe pour la saison hiver. Donc c'est assez rapide à la mise en œuvre et à la maîtrise de l'outil, c'est également. Alors là, on est en plus l'outil permet aussi de gérer des profils d'utilisateurs. Donc on a des profils qui sont préparateurs de commandes, donc qui vont avoir de la prépa de commande. Et ensuite, on a des profils qui vont être plus gestionnaires de stock et c'est eux qui vont faire les mouvements d'approvisionnement des dépôts, des transferts de produits vers les stockages extérieurs. Toute la partie mouvement et emplacement, c'est eux qui vont le gérer et qui mettent à disposition des ateliers de préparation commande par la suite. Donc on a une dichotomie entre le préparateur, le, le magasinier qui aura plus de droits et après aussi le superviseur qui aura toute la partie inventaire
gestion des droits des utilisateurs. Et ça représente à peu près combien d'utilisateurs par catégorie? Préparateur, cariste, chef d'équipe. Alors on a 4 magasiniers qui font à la fois la partie amont, donc ils vont gérer les stocks de consommables de produits semi-finis sur la partie production, et les autres qui vont gérer la partie mise en stock du produit, sortie production, les transferts de stock, les transferts de produits vers les prestataires extérieurs, les mises à disposition des 3 circuits de commercialisation. Après, sur la partie vente en ligne, on va pouvoir monter jusqu'à 8 opérateurs en pleine saison. Sur la partie direct magasin, on est autour de 5 à 6 personnes. Et sur les centrales, on va être à quatre personnes en pleine saison. Vous travaillez en une équipe? On travaille en une équipe sur la partie préparation commande, en 2-8 sur la production, et sur la partie vente en ligne, en période de forte activité, notamment les lundis post Black Friday ou OP de Noël, où là on peut être en 1,8 et demi. Donc on va être en 1,8 chevauchés. Ok. Donc la suite, ce que j'avais indiqué, c'était par rapport au schéma qu'avait présenté Clément, on n'utilise pas encore l'outil sur la partie réception des matières premières. Alors c'est pas parce que il le permet pas, c'est parce que on l'a pas encore déployé sur cette partie-là. Mais c'est un des objectifs pour la suite. Euh, c'est également l'utilisation, notamment pour la partie production, d'utiliser l'outil comme pour des mises à disposition, listes à servir pour les consommables de production. Et ensuite de déployer les indicateurs type mis en place sur la vente en ligne sur les autres flux de préparation. Donc ça, ce sera la suite de la mise en place de l'outil. Donc vous disiez les KPI, en l'occurrence, c'est sur des délais de préparation de commandes, sur des taux Ouais, de en fait, disponibilité, c'est quoi? ça permet de suivre le nombre de commandes préparées par opérateur, les temps de retard, enfin le nombre de commandes qui restent à traiter dans la journée, ou les délais de livraison aussi, de suivre les délais de livraison. Donc là, en fait, on reprend les éléments qui viennent de l'ERP qui vont être transférés sur la partie WMS. Et juste pour précision, la notion de liste à servir, donc c'est ce qui doit être mis à disposition de la Ouais, en fait, production. c'est ça, j'ai mon ordre de fabrication de conditionnement, et rattaché à l'ordre de fabrication de conditionnement, j'ai ma liste de consommables à mettre à disposition, et ça se traduit par une liste à servir type un bon de préparation de commande pour la production. Donc c'est la recette de cuisine plus les consommables nécessaires à la production Ouais. et tout Et ça, puis la aussi, logistique doit l'amener à la production. et dans quel placard Exactement. aller chercher la farine. Mais pareil, pour gagner aussi en efficacité sur cette partie d'alimentation. Et qu'est-ce qui fait que les consommables jusque-là n'étaient pas gérés de la même manière? Parce que la différence entre un produit de production et un consommable, finalement, ça peut se gérer assez simplement de la même manière. Là, ils sont déjà gérés sur des emplacements, dans des dépôts, et des quantités, des lots, et choses comme ça. Mais c'est actuellement, on est dans une mise, on a dans la structure qu'on a pour le moment, c'est un dépôt de production dans lequel on vient, lorsqu'on crée l'OF, on vient alimenter le dépôt de production avec les consommables qui sont rattachés. Donc là, on a un transfert de dépôt via Logiflex pour emmener les produits dans un dépôt de mise à disposition. Donc c'est juste cette étape-là qui sera simplifiée par la partie liste à servir. Ok. Ouais. Alors, les conseils pour le choix et la mise en œuvre d'un WMS, je pense que ça va en intéresser quelques-uns ici. Et ça permet de rebondir notamment sur une question qui est arrivée. Qui avait été consulté pendant la recherche de solutions? Donc j'imagine que
il y avait eu la définition du besoin, puis le choix de l'éditeur. Vous en aviez évidemment consulté plusieurs. Ouais, alors sur la partie production, ça s'est fait via notre intégrateur de RP. Sedge Prod quand on a déployé Sedge Prod, notre prestataire avait déjà travaillé avec Logiflex et qui répondait aux besoins qui répondait bien aux besoins qu'on avait sur cette partie-là. Donc on a suivi les recommandations et puis après on a échangé avec Xavier sur la mise en œuvre. Sur la partie préparation commande et gestion des stocks produits finis, on avait un outil. Donc le choix était entre l'outil en place, upgradé, et Logiflex, et l'expérience qu'on a pu avoir sur la partie production nous a amené à faire le choix de Logiflex qui répondait plus aux besoins de flexibilité, d'agilité et de la prise en main rapide de l'outil. J'espère que j'ai bien répondu. Tout à fait. Et notamment, Merci, David. c'est intéressant de connaître les critères qui ont fait ce choix-là. Donc c'est un choix qui s'est construit petit à petit par la mise en œuvre successive de fonctionnalités qui correspondaient bien à votre cas particulier de gestion, de production, de fabriquer vous-même à façon. Oui, c'est ça. Sur la partie production qui a été accompagnée avec notre prestataire Sedge à l'époque. Et après, sur la partie préparation commande expédition, sur l'expérience qu'on avait pu avoir sur la partie amont. Donc après, sans vouloir être un expert du WMS, juste dans les conseils de choix euh, ou les recommandations, je dirais, c'est de bien définir le besoin. Euh, qu'est-ce- quel champ de couverture je veux avoir avec le WMS? Est-ce que c'est c'est de la gestion de stock d'emplacement? Est-ce qu'il y a une partie préparation commande? Quel est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, quel est mon volume de commande, mon volume client pour dimensionner et structurer comme il faut l'outil. Bien anticiper aussi par rapport à cette définition du besoin à l'architecture SI et comment j'interface avec le RP. Où là, ben non, on a été bien accompagné aussi par SB2I sur cette partie en conseil. Les ressources internes, ça permet aussi bon, certes, on a pu développer sur la partie production la première phase sans structure informatique dans l'entreprise. Ça s'est bien passé. Sur la deuxième partie, qui est un peu plus conséquente, on a eu entre deux la création d'un poste de responsable informatique qui a permis aussi de piloter le projet et de faciliter sa mise en place. Et également des personnes de l'opérationnel, donc de la préparation commande, de la production en, qui étaient les key users futurs. Bon, choix de l'éditeur intégrateur, ça c'est ce qu'on a déjà discuté. Gestion de projet, bah, ça c'était la constitution. Vous avez ce que j'ai déployé. Et après aussi sur la partie mise en œuvre et test en production, qui est une partie importante pour une bonne mise en production opérationnelle. Après sur la partie j'allais dire sur la partie conduite du changement, accompagnement à la conduite du changement, le ça a été un peu simplifié comme j'expliquais tout à l'heure, c'est que le fait d'avoir l'outil déjà présent sur la production a permis de faire on dire un transfert assez rapide vers les opérateurs et les utilisateurs au quotidien. Très bien. En effet, alors je partage tout à fait l'analyse qui est que les phases amont sont particulièrement importantes
la définition du besoin et l'architecture SI, c'est sûr que c'est un projet qui est particulièrement structurant et important dans une entreprise. Donc forcément, ça se réfléchit en amont et on se lance pas dans une implémentation sans l'avoir bien réfléchi en amont. Et puis la constitution de l'équipe, ça c'est évident que la conduite du projet en interne est particulièrement importante pour pouvoir s'assurer que c'est réalisé conformément. Ouais, et que ça répond bien aux besoins des utilisateurs au quotidien. Ouais, très bien. Il nous reste quelques minutes. Ça nous laisse un peu le temps pour quelques questions-réponses. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les publier sur le chat. Alors déjà, il y a quelques questions. Alors, je vais commencer par une facile. Est-ce que vous avez constaté des bénéfices sur l'ergonomie en préparation de commandes? Alors, j'imagine peut-être par exemple sur des déplacements opérateurs ou de l'optimisation. Ouais, bah le, alors j'avais mis une photo mais on utilise sur la partie préparation commande et à la fois sur la partie gestion des stocks et des emplacements. C'est des terminaux de type que vous avez à l'écran, très facile à prendre en main, facile à l'utilisation. Et après, qui se limitent aussi aux droits qui ont été alloués à l'utilisateur. Euh, donc c'est des produits nomades qui sont faciles à utiliser, à manipuler dans de la préparation commande. Après, en toute transparence, on a aussi testé au fur et à mesure, on a testé d'autres outils type le scan au doigt ou des choses comme ça, mais qui répondaient pas forcément à nos besoins de préparation sur le terrain. Mais après, là, je laisserai Xavier, mais les outils sont assez, le champ est assez large, je pense, pour trouver chaussures à son pied. On a à la fois ce type de terminal, pardon, mais on a aussi des terminaux qui sont plus alloués aux gestionnaires de stock et qui sont des plus longue portée, Mm. des outils qui permettent plus sur la partie gestion d'emplacement et de stock. Pour reprendre la réponse de Bruno, nous qui sommes éditeurs de la solution Flex, l'application est responsive, c'est-à-dire qu'elle va s'adapter à n'importe quel type et taille d'écran. Nous avons des clients qui utilisent des tablettes qui sont embarquées dans des chariots, donc du coup on n'est plus en mode portrait, mais en mode paysage. Et ensuite, comme disait Bruno, on a des opérateurs qui ont un lecteur sur la main, et qui est relié en Bluetooth en fait à la tablette et qui vont déclencher les lectures pour garder les mains libres avec ce lecteur positionné sur la main. Mm. Ensuite, nous, notre solution est interopérable, donc elle marche sur tous les terminaux Android, mais également des smartphones. Alors attention, bémol sur les smartphones qui ont une toute petite autonomie. La batterie d'un smartphone tient une heure en production. Mais voilà, le choix techno de notre application la rend complètement interopérable, y compris sur des ordinateurs, dans un navigateur Chrome ou Firefox ou Edge, ça peut fonctionner. Très bien, merci. Et une autre question, alors plus experte là pour le coup, et je pense on pourra terminer là-dessus. Alors je pense que c'est plus à propos de ce schéma-là. Sur l'éditique transporteur est-elle connectée avec la solution WMS? Alors j'imagine que c'est pour répondre à ces flèches-là. Se substitue-t-elle à la demande d'étiquette destinataire? Avez-vous les EDI? Donc je pense que la question c'est de se dire est-ce que directement depuis l'interface WMS ça génère directement les étiquettes transporteurs? Alors, je vais répondre du coup, Oui, comme je vas-y, connais mon produit. En fait, c'est de l'EDI avec les applications, les stations de chargeurs des transporteurs. Donc, c'est pas nous qui créons l'étiquette, ça reste bien le transporteur qui crée sa propre étiquette. Et c'est de l'EDI à travers différents protocoles. Ça peut être la dépose d'un fichier dans un dossier qui est scruté par l'application du transporteur, comme l'envoi d'un fichier en FTP ou SFTP, et aussi l'utilisation de Web API qui permettent, via une URL, en fait, une connexion Internet, de demander l'impression de là où les étiquettes colis ou palettes.
Donc c'est bien depuis l'interface, il n'y a pas besoin de jongler avec l'interface transporteur pour aller éditer une étiquette. Non, le but, c'est bien de connecter les deux tuyaux, donc Mm. le WMS Logiflex avec là ou les applications des transporteurs, et supprimer, on va dire, une intervention humaine qui n'a pas forcément de valeur ajoutée, hein, qui est la ressaisie des coordonnées, des poids des colis, du nombre d'étiquettes que l'on souhaite. Mm. Et une dernière question pour Bruno, je l'attendais celle-là, à vrai dire. Merci François de la poser. Peut-on avoir un ordre de grandeur de l'investissement? Question piège. Alors, moi, je vais pouvoir vous répondre en ce qui nous Xavier. concerne. Ouais. Donc, Après, Logiflex s'adresse à des TPE, PME, mais pas que, hein. Enfin, là, on parle d'un cas client, les deux marmottes, qui a un ERP 7G100. On sait s'interfacer avec d'autres ERP, type 7X3, du Vivalto, du Dynamics, Microsoft. On a aussi des projets en Cégide, PMI, et on est en train de déployer notre deuxième projet avec Silob, ERP Silob. Plus d'autres partenariats à venir, comme OpenProd ou Odoo. Voilà. Notre cible numéro un, forcément, c'est du 7G100, puisqu'on a un connecteur natif qui permet de fonctionner sans développement. En tout cas, sans développement d'interface un peu plus complexe. Ensuite, notre ordre de prix, on est sur un modèle économique en abonnement ou en loyer. Donc, on demande un engagement minimum de 12 mois. Et selon la version du Logiflex, donc on a une version plus dédiée commerce, une version qui est et à la fois commerce et à la fois gestion de la production avec la liste à servir. Ça va de 350 euros par mois à un peu plus de 600 euros par mois, sachant qu'après, c'est le nombre d'utilisateurs, le nombre d'appareils et de licences utilisateurs qui vont faire gonfler, on va dire, cet abonnement. Ouais. Plus, j'imagine, un budget d'implémentation. Plus ensuite la prestation, qui est la phase d'audit sur site. On a besoin de s'imprégner de votre métier, on a besoin de voir comment vous travaillez. Il faut qu'on vous présente aussi la solution et qu'on essaye de la configurer pour qu'elle s'adapte bien aux besoins. Effectivement, je vois la question et je la devance. On est en train de préparer un mode SaaS, c'est-à-dire complètement utilisable avec une infra hébergée chez nous, en tout cas chez un de nos prestataires. Et donc, du coup, cette partie audit est très importante. Généralement, elle dure 3 à 4 journées. ouais, Elle va nous permettre ensuite de préparer des workshops pour valider l'ensemble des flux logistiques. Donc, on parle de réception, préparation de commandes, de liste à servir quand on a de la production pour aller faire du kitting. On parle de picking quand c'est de la préparation de commandes et de kitting quand il faut servir la production. Jusqu'à préparation de commandes expédition. Et, euh, et tout ça, à travers les workshops, on valide. Donc là, c'est pareil, on est sur un package de 3 à 4 journées. On fait ça à distance. Et ensuite, on revient 3 à 4 jours pour le go live, c'est-à-dire former et installer les opérateurs. Généralement, on est sur des forfaits qui vont entre 8 et 12 000 euros de prestations. D'implémentation. Et ensuite D'implémentation après go live. et ensuite en annualisé, parce que t'as donné un budget à Les peu près montants, mensualisé. Imaginons on est une PME et on doit prévoir combien de budget annualisé pour à peu près le nombre d'utilisateurs que Bruno disait. Bruno, on est sur combien d'opérateurs chez les deux marmottes? Une quinzaine? oui, je crois que c'est ça. Ouais. C'est difficile de répondre comme ça, hein. Un peu des chiffres et des lettres. Ouais, évidemment, c'est pas évident. C'était pour pouvoir se représenter. T'as le droit de donner À une la limite, fourchette. c'était 15K euros, 15 000 euros par an Mm. pour la configuration des deux marmottes. Ok, bah À la grosse touche. j'imagine que ça répond bien à la question. Il est 12h05. Merci beaucoup à tous pour votre participation et puis merci beaucoup à Bruno pour la présentation de votre cas. C'était passionnant. Donc le lien de cette vidéo sera en ligne si vous souhaitez la revoir. Et puis nous restons à votre disposition si vous avez la moindre question. À très vite. Et Merci. juste par complément, on l'a fait si jamais vous souhaitez voir sur site.
ça peut être possible. On l'a fait avec Glace des Alpes notamment pour voir l'outil. Voilà, le message est passé. S'il y en a qui veulent Merci voir ça infiniment, en Renaud. conditions réelles. Merci. Merci beaucoup.